OK, parfait. Moi, il est 9 heures, hein, donc on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être, là avec nous aujourd'hui pour ce petit déj. Alors on est ravis d'être avec vous ce matin pour lancer le premier petit déj de la semaine de la qualité de vie au travail. Donc c'est un petit déj qui va porter sur le sens au travail. Voilà, c'est la thématique qui a été choisie par l'ANACT. Aujourd'hui, je suis pas toute seule pour animer, ce petit déj, donc je suis avec Amélie. Bonjour Amélie. Bonjour. Donc Amélie est étudiante et future diplômée du master psychologie sociale du travail et des organisations à l'université de Strasbourg. Je la connais bien puisqu'on est collègues de promo, moi aussi je suis dans la même promo qu'Amélie, pareil en master de psychologie du travail. Et Amélie est stagiaire au sein de la mairie de Saint-Louis et moi je suis apprentie au centre de gestion. Alors, ce matin, on se retrouve pour un petit déj QVT. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une forme de communication qui porte sur toute thématique, qui est reliée, pardon, à la qualité de vie au travail. On ça va durer 1 heure maximum. Aujourd'hui, ça durera peut-être un peu moins, mais du coup, ça nous permettra, d'échanger et de répondre à vos questions. Il y a quelques règles qu'il faudra qu'on respecte pour que ça se passe au mieux. Tout d'abord, je vous propose de fermer vos micros. Normalement, ils sont fermés automatiquement, mais voilà, si jamais vous voyez que vous avez votre micro ouvert, n'hésitez pas à le fermer pour éviter les interférences de son. Pour poser vos questions, vous pouvez aller dans l'onglet discussion. Il y a déjà plusieurs personnes qui nous ont dit bonjour. Bonjour à vous. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, à faire des remarques, à rebondir sur ce qu'on dit si ça vous fait penser à certaines choses dans cet onglet-là, et on va répondre à toutes les questions en fin de présentation. On est dans un cadre bienveillant, hein, vraiment, il n'y a pas de questions bêtes, n'hésitez pas. Et on s'excuse d'avance, mais si vous rencontrez des problématiques techniques, on ne pourra pas les solutionner. Donc il faudra voir soit avec les paramètres, soit dans les paramètres de votre ordinateur, soit avec votre informaticien, si vous en avez un. OK, donc on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on est là pour parler du sens au travail. Comme on l'a dit, c'est la thématique qui a été retenue cette année, et pourquoi? Déjà, on sait que le travail, il va occuper une place importante dans la façon dont les gens donnent un sens, à leur existence, et en particulier en France. Alors, on va voir que c'est pas que en France, mais voilà, en France, on a vraiment, cette notion où le travail, c'est vraiment central, en fait, dans la façon dont on se définit, dans la façon dont on donne un sens, à notre vie. Et en fait, l'importance, du sens au travail, c'est pas quelque chose, qui est récent. En fait, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle. Il y a le collège d'expertise sur les risques psychosociaux, en 2011 qui a intégré cette notion du sens, comme, famille de facteurs de risques psychosociaux. Pourquoi? Parce que quand le travail, il permet plus de donner du sens, parce que, de par sa nature ou de par la façon dont il est évalué, par exemple, ça peut, provoquer du stress, ça peut provoquer du mal-être, hem voilà, on peut se sentir écœuré parce qu'on bâcle son travail ou parce qu'on fait des choses qui correspondent pas à nos valeurs, donc voilà. Et en fait, cette question du sens, elle est devenue, centrale, ces dernières années, et surtout avec la crise sanitaire et les différents confinements qui ont en fait été une opportunité, pour réfléchir à notre vie professionnelle, au sens qu'on y donne, et en fait, les personnes ont pu se poser différentes questions, sur cette question du sens. Hop, j'essaie de passer ma diapo. Voilà, on a pu se demander si notre travail avait du sens, et donc il y a différents, questionnements qui ont pu émerger à ce moment-là. On a pu se poser des questions sur la raison d'être de son poste. On a pu se demander aussi, si notre travail correspondait à nos valeurs. Ça, on va beaucoup en parler aujourd'hui parce que c'est vraiment central, cette question des valeurs. Une des réflexions qui est beaucoup revenue aussi à cette période-là, c'est, est-ce que, on se sent utile? À quoi on sert? Surtout, voilà, pendant la crise sanitaire, on avait envie de faire avancer les choses, voilà. Est-ce qu'on est fier, du travail qu'on fait? Et est-ce que, l'investissement l'effort qu'on met dans son travail en vaut la peine? Et qu'est-ce que ça nous apporte, nous? Est-ce qu'on est reconnu dans notre travail, ou pas? Voilà, ces questions-là, elles ont été d'autant plus importantes, comme on l'a dit avec ces périodes-là. Pendant,
pendant la période de crise sanitaire qui n'est pas finie, hein, mais on est monté à 2,5 millions de personnes en burn-out sévère. Les burn-out, donc épuisement professionnel, pas sévère, mais donc classique, entre guillemets, on a un chiffre qui est beaucoup plus élevé. Donc on voit en fait que la notion de perte de sens et la notion d'épuisement professionnel sont liées en fait, et on peut parler de crise de sens. D'ailleurs, aux États-Unis, on a vu le phénomène de grande démission où il y avait plusieurs personnes qui se sont filmées en train de démissionner parce que les conditions de travail n'étaient pas, n'étaient pas adaptées et donc les personnes pouvaient se demander mais pourquoi je me suis réinvestie dans un travail qui nuit à ma santé notamment. Et donc on va voir que dans la fonction publique, il n'y a pas, il y a eu différentes perceptions. Il y a des personnes qui ont pu se sentir plus utiles et d'autres qui n'ont pas pu forcément aller travailler, qui ont pu davantage se poser cette question du sens. Et donc la question du sens au travail, elle est d'autant plus importante dans la fonction publique territoriale parce que, alors on le sait, il y a un problème d'attractivité dans la fonction publique territoriale qui va être lié à plusieurs choses, qui va être lié à une méconnaissance des métiers de la FPT. Il y a aussi le fait que les rémunérations ne sont pas toujours très élevées. Mais donc travailler sur cette question du sens, ça peut être un levier pour résoudre les problématiques de recrutement, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on est vraiment à la recherche par exemple, les enjeux climatiques ou des enjeux sociaux, on veut vraiment être utile. Et donc, si on a une opportunité de poste qui nous permet de se sentir utile comme ça, ça nous donne plus envie de venir y travailler. Et donc, quand on a recruté quelqu'un, c'est aussi bien qu'il reste sur son poste. Voilà, on a aussi cette problématique. La grande démission, ça a été aux États-Unis, des personnes qui ont quitté leur travail, mais c'est aussi en France. Il y a beaucoup de personnes qui se sont reconverties ces 2 dernières années. Et donc, pareil, si on travaille sur cette question du sens, ça peut permettre aux personnes de, de rester en fait dans la collectivité. Et c'est aussi lié à des enjeux de qualité de vie au travail et de santé au travail, plus spécifiquement sur les risques psychosociaux. Voilà, hein, le rapport Gollack, il y a vraiment cette thématique de sens au travail où il y a plusieurs notions qui sont dedans et on va y venir, mais voilà, c'est vraiment un enjeu crucial et quand il y a ce sens qui est présent, ça peut, c'est vraiment un facteur de ressources en fait pour se sentir bien dans son travail. Et donc les concepts dont on va parler aujourd'hui, on va voir le concept de dissonance cognitive, donc c'est Amélie qui va nous expliquer ce que c'est. Le concept aussi de souffrance éthique et le sentiment d'utilité. Voilà, toutes ces notions-là, elles sont reliées au sens au travail. Et la notion de conflit de valeurs aussi. Donc là, c'est vraiment quelque chose de général. En fait, les conflits de valeurs, c'est quoi? C'est quand les agents ils vont ressentir un mal-être quand ce qu'on va leur demander de faire dans leur travail est contraire soit à leurs normes et valeurs, soit aux moyens qu'on leur donne pour atteindre leurs objectifs. Donc là, on englobe un peu tout. Donc ça va être la situation où, par exemple, on demande à quelqu'un de mentir à un usager. Donc ça peut être contraire à nos valeurs si pour nous l'honnêteté c'est une valeur importante. Et il y a aussi le fait de demander à quelqu'un de faire un travail de haute qualité et un travail qui demande de la précision vite. Voilà, c'est pas possible, hein, si on n'a pas le temps de faire, si le temps qui nous est donné pour faire notre travail n'est pas suffisant, on a une contradiction, donc ça peut générer un conflit de valeurs. Donc voilà, ces conflits-là, ils vont porter sur toutes les choses auxquelles les agents attribuent de la valeur. Donc cette notion d'éthique, voilà, si je dois mentir dans mon travail, ça peut nuire à ce que moi je considère comme éthique, par exemple, hein. La notion de qualité aussi, si je n'arrive pas à faire un travail de qualité alors que pour moi c'est important, ça va me générer un conflit de valeurs. Si je fais un travail que je ne considère pas comme utile, pareil, je peux être dans cette situation-là. Et enfin, il y a aussi la notion d'image du métier, notamment sur les métiers d'art, hein, par exemple les métiers de bouche ou les personnes qui travaillent dans les espaces verts. Il y a vraiment une notion d'image du métier qui peut être importante. Et donc, par exemple, si on demande à un cuisinier de travailler avec des produits surgelés, ça peut créer un conflit de valeurs parce que pour le cuisinier, le métier, c'est pas ça en fait. Voilà. Là, je parle en général, hein, mais ce sont des exemples.
Voilà, et donc Amélie maintenant va nous expliquer pourquoi, quand on est dans cette situation de conflit de valeurs, bah, on se sent si mal en fait. Pourquoi le fait de pas trouver de sens dans notre travail, ça génère autant de malaise chez nous? Enfin pardon, excusez-moi, il y a encore un petit point sur les conflits de valeurs, mais en fait ça répète, ce qu'on a déjà dit. Donc il y a cette notion de travail de qualité, voilà, si on n'arrive pas à faire un travail de qualité, alors pour nous c'est important, on va se sentir mal. L'utilité du travail aussi, ben, c'est ce qu'on a déjà dit, et donc ben, le sens au travail, c'est voilà, là, on va y venir, mais c'est quand on a un déséquilibre, je spoil un peu, mais un déséquilibre entre, nos valeurs et les valeurs de la collectivité. Et c'est vrai que là, il y avait quand même un petit point qui était important. On a déjà, à ce moment-là de la webconférence, quelques pistes, qu'on peut vous apporter pour essayer de réduire ces conflits-là. D'abord, il y a le fait de donner les moyens pour faire ce travail de qualité. Alors les moyens, ça peut être plein de choses, ça peut être les moyens temporels, moyens financiers, les moyens humains aussi. Voilà, hein, si on est en effectif réduit, bah, forcément c'est difficile. On doit, faire des enfin, faire des compromis, hein. Qu'est-ce qu'on fait passer en premier? Qu'est-ce qui est la priorité? Et ce qui est pas prioritaire, bah, ce sera peut-être un peu plus bâclé. Donc voilà, vraiment donner les moyens de faire un travail de qualité, c'est important. Et il y a aussi cette notion où, c'est important de définir ensemble les valeurs de la collectivité, en collaboration avec les agents. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on a vu, dans plusieurs entreprises et notamment aussi dans des collectivités, ben, des affiches avec des valeurs qui sont affichées dans les couloirs. Mais en fait, les agents n'ont jamais été concertés pour ces valeurs-là. Or, les valeurs, c'est quelque chose de personnel. Du coup, c'est important de pouvoir s'exprimer sur ces valeurs et de pouvoir définir ensemble, ben oui, c'est nos valeurs à tous, on se rejoint tous sur ces valeurs-là. Et voilà. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit défini par, heu, par la ligne hiérarchique ou par la direction et qu'ensuite ce soit imposé aux agents, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que ce soit quelque chose, de réfléchi, de façon collective. Et ensuite, le troisième point, c'est le fait de communiquer auprès des usagers sur le travail réalisé par les agents. Donc ça peut être fait, dans des points infos ou dans voilà, dans le journal de la commune. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on a parlé de cette notion d'utilité du travail. Et en fait, la notion d'utilité du travail, on va avoir, 2 côtés. Il y a le côté où, la personne, elle doit se sentir enfin, elle a besoin de se sentir utile dans son travail, mais c'est aussi important que ses collègues ou, d'autres acteurs, donc les usagers notamment, perçoivent l'utilité du travail. Et en fait, on sait que dans la fonction publique territoriale, il y a beaucoup de stéréotypes. Voilà, hein, le fonctionnaire, qui fait rien, qui prend des pauses café et cetera. Ben, ça peut vraiment nuire à ce sens au travail parce que, il y a des personnes qui vont vraiment s'investir, qui vont vraiment faire des efforts et on a des usagers qui ne se rendent pas compte des efforts qui sont faits, voire qui vont, bah, émettre ces remarques-là. Donc voilà, si les usagers se rendent plus compte, du travail qui est fait, des efforts qui sont fournis, ça peut déjà permettre aussi, de donner un peu plus de reconnaissance aux agents, pardon, et et voilà, et donner plus de sens. OK, donc maintenant Amélie va nous nous expliquer pourquoi on se sent mal quand on ne trouve plus de sens dans son travail. Du coup, en lien, avec ce conflit de valeurs, je vais vous présenter un peu ce que c'est le terme de dissonance cognitive. Et du coup, c'est un concept qui veut dire que une personne se trouve, confrontée simultanément à des informations et des opinions, des comportements, certaines croyances, qui sont, vraiment, incompatibles entre elles. Et du coup, ben, la personne peut ressentir une tension désagréable entre ces informations, ces comportements, ces croyances qui sont, bah, incompatibles entre elles. Je vais vous donner un exemple pour être un peu plus clair. Par exemple, le fait que, ben, je fume, mais je sais que, ben, fumer tue ou peut provoquer un cancer ou peut provoquer des complications, enfin des maladies. Et du coup, ben, c'est un état de dissonance cognitive qui se retrouve au niveau, psychique. Et ça conduit les personnes, du coup, à développer des stratégies inconscientes, qui sont pour but de réduire, du coup, ben, cette dissonance cognitive pour se rapprocher d'un autre mot qui s'appelle la consonance positive, pour, en fait, de se rassurer de son comportement qui est, dissonant, quoi. Et du coup, pour réduire cette tension, ben, on a des différentes stratégies. Donc ça s'appelle des processus de rationalisation, où on peut, du coup, ben, modifier nos croyances, nos opinions, nos attitudes. Par exemple, se dire que, ben, voilà, ben, il y a beaucoup de monde qui fume, du coup, ben, c'est peut-être pas si grave que ça. Ou le fait d'ajouter des éléments consonants permettant de justifier le comportement qui est dissonant. Donc par exemple, ben oui, bah, je stresse, donc pour réduire ce stress, j'ai besoin de fumer, donc ben, c'est pas grave si je fume. Ou alors de minimiser l'importance des éléments dissonants, c'est-à-dire, voilà, dire que, au final ça va, je fume que 5 cigarettes par jour, donc je minimise, le danger, quoi.
Il y a un autre terme qu'on peut employer dans ce conflit de valeurs et dans ce sens au travail qui est la souffrance éthique. Et du coup, la souffrance éthique, c'est le fait de trouver d'avoir une absence de sens dans ce qu'on fait, et du coup d'être en contradiction avec ses propres valeurs et avec les tâches imposées par l'organisation. Et du coup, ça peut provoquer la souffrance éthique et qui est une cause potentielle du coup de l'épuisement professionnel, donc du burn-out. Donc je vais aussi vous prendre un exemple pour être un peu plus clair. Avec l'exemple du nouveau management public. Donc, c'est un nouveau type de management qui se met en place dans la fonction publique et qui est vraiment axé sur les atteintes de résultats, de performances, atteintes d'objectifs, qui se rapproche un peu plus du mode de management dans le privé. Et du coup, par exemple, on a nos propres valeurs qui sont propres à la fonction publique territoriale, qui sont par exemple l'intérêt général, d'être au service des usagers. Et avec ce nouveau type de management public qui est du coup l'atteinte de résultats, d'indicateurs de performance vraiment axés sur les objectifs, et ces deux types de valeurs peuvent entrer en contradiction et du coup provoquer la souffrance éthique, comme dit, qui est une des causes d'épuisement professionnel. Et du coup, le fait d'avoir ces valeurs-là d'intérêt général et de service aux usagers, ça entre en contradiction avec ces objectifs imposés où on va ne plus pouvoir répondre à toutes les demandes des usagers, on va devoir prioriser ce qu'on a besoin de faire, on aura du coup notre qualité de travail que nous, on s'impose qui va être impactée. Et du coup, on peut ne plus avoir de sens dans son travail et vraiment ne plus se sentir utile dans son travail, quoi. Donc justement, un exemple concret, donc on a choisi de présenter une situation de tension avec les usagers. Donc par exemple, on est dans une situation où on a un usager, un administré, qui va se plaindre en mairie parce que il y a des délais qui sont trop longs selon lui pour recevoir un document. Donc il a fait la demande d'un certain document administratif et pour lui, ça met trop de temps. Et là, en fait, on peut avoir une situation où l'agent, il aimerait donner ce document plus vite. Donc, on peut avoir une contradiction entre ce qu'il fait, il ne peut pas le donner plus vite, on va voir pourquoi, et ce qu'il aimerait faire. Donc, voilà, répondre aux besoins de l'usager qui est de recevoir ce document avant telle date. Et donc, en fait, pareil, hein, cette situation-là, elle peut provoquer un décalage et donc une tension. Et en fait, ça provoque une situation de malaise. Pourquoi? Parce que, ce décalage entre ce que l'agent fait et ce qu'il aimerait faire, il peut être lié à des contraintes, qui sont externes à l'agent. En fait, l'agent ne peut rien faire, parce qu'on va avoir, par exemple, un manque de temps qui peut être lié à un manque de personnel. Donc, voilà, si on doit répondre à d'autres besoins, si on a d'autres missions et c'est toujours le cas, hein, voilà, il y a toujours, d'autres priorités, d'autres choses à faire, et c'est d'autant plus difficile quand on est en effectif, réduit. Forcément, ce document-là, ça va prendre du temps pour le donner. Donc on aimerait répondre à la demande de l'usager, mais il y a d'autres choses à gérer, il y a d'autres usagers, donc c'est difficile. Quelque chose aussi qui peut bloquer à ce niveau-là, c'est le manque de technologie adaptée. Par exemple, si on a un logiciel qui marche plus, si le téléphone, pareil, il est tombé en panne, ça rajoute des contraintes et ça rend difficile de répondre, le fait de répondre aux besoins de différentes personnes. Et il y a aussi un autre point, c'est le fait de devoir passer par plusieurs intermédiaires, donc par plusieurs, acteurs. Donc si on doit passer par, son responsable, et qu'on ne peut pas prendre une décision seul, mais que vraiment, voilà, on doit consulter quelqu'un d'autre avant de prendre la décision, ça rajoute encore du temps, ça rajoute de la complexité, et donc on ne peut pas répondre à la demande de l'usager tout de suite, comme il aimerait. Donc cette situation-là, voilà, ça peut être une atteinte, au sens au travail parce que, comme le disait Amélie, il y a vraiment cette valeur qui est liée à l'intérêt général. Voilà, on est sur le service public, hein, donc on veut répondre aux demandes des personnes, mais c'est pas toujours possible parce qu'il y a plein de contraintes. Et donc ça peut générer le sentiment de ne pas faire un bon travail, même si c'est pas, forcément la faute de l'agent, mais en fait, ça peut créer quand même ce sentiment de qualité empêchée. Et donc la qualité empêchée, c'est ce dont on parlait, c'est le fait, de ne pas arriver à faire un travail dont on est fier, parce qu'on a plein de contraintes et c'est pas possible, en fait. On a l'impression de bâcler son travail, alors qu'on aimerait le faire bien, mais on ne peut pas. Donc, un autre élément qui peut causer, donc une perte de sens, c'est le fait de ne pas se sentir utile. Donc Amélie va nous détailler sur ça. Du coup, je vais vous détailler un peu la notion de travail inutile, donc le fait de ne pas se sentir utile au travail. Et du coup, c'est souvent lié, le sentiment d'inutilité au travail, ça peut provenir d'orientation ou souvent de réorientation stratégique au sein de la collectivité, qui donne du coup à l'organisation des objectifs auxquels le travailleur n'adhère pas.
Et ça se rapproche vraiment de la notion que je vous expliquais avant de souffrance éthique. Et du coup, ce travail inutile fait partie des facteurs de risques psychosociaux qu'on va un peu plus vous détailler par la suite. Et du coup, ce travail inutile, c'est lorsqu'il y a des prescriptions, des objectifs fixés qui sont au-dessus de ce qu'on peut atteindre, comme la perfection, la qualité absolue. Et il y a un trop grand décalage entre ces objectifs fixés qui sont surestimés et le travail réel de l'agent qui peut faire. Et du coup, ces objectifs qui sont inatteignables, ça amène les agents à devoir simuler cette perfection d'objectifs surestimés. Et du coup, les agents sont obligés de devoir dissimuler le travail réel qu'ils font réellement, donc sans atteindre ces objectifs qui sont inatteignables. Et du coup, il y a un travail qui est fait de la part des agents qui est un travail inutile de simulation de ces objectifs inatteignables. Et du coup, il y a un doute qui est émis sur l'utilité du travail réel qui est effectué parce qu'on arrive à des situations aberrantes de simulation d'un travail avec une qualité absolue, avec de la perfection qui n'est pas atteignable. Et du coup, ce travail inutile, il peut faire partie du harcèlement moral. Par exemple, le fait de faire des tâches absurdes, de devoir faire des tâches qui ne sont pas du tout destinées à ce qu'on doit faire, comme par exemple, devoir simuler des objectifs inatteignables, c'est des tâches absurdes. Ou, des tâches dont le résultat, il est intentionnellement laissé de côté, ou, on ne fait pas attention au résultat de notre tâche qu'on vient de faire. Ou lorsqu'on est convoqué à des réunions qui n'ont pas d'utilité, on est juste, là pour faire un acte de présence, par exemple. Et le sentiment de ne pas être utile aux autres, il est souvent associé à l'expression vraiment d'une grande souffrance au travail. Et du coup, je vais vous prendre un exemple par rapport aussi à la crise sanitaire, et du coup avec ce sens au travail, où, par exemple, certains agents ont pu se rendre au travail, pour, réaliser leur travail, même en période de confinement. Par exemple, un service de citoyenneté où ils ont dû continuer leur, service, en faisant des actes de décès, des actes de naissance et où du coup, il y a eu une transformation positive de la perception d'être utile au travail. Où du coup, ça a pu augmenter le sentiment d'utilité. Ils ont pu, rendre service aux agents, donc pouvoir servir, les intérêts généraux et répondre du coup à ces valeurs propres à la fonction publique territoriale et du coup, ils ont pu, sentir que leur service est un service, essentiel au service de l'usager. Et par contre, les services, par exemple, d'accueil ou les agents d'accueil qui n'ont pas pu se rendre au travail pour conseiller les agents parce que, période de confinement, ils n'ont pas pu se rendre au travail, ça a pu, amener une transformation négative du coup de cette perception de sentiment d'utilité au travail. Et du coup, il y a une baisse de sentiment d'utilité qui est en conflit avec ces valeurs de la fonction publique territoriale, de se rendre au travail et d'échanger du coup avec les usagers pour leur rendre service. Et donc, justement, en 2021, il y a une enquête qui a été réalisée par le collectif Nos services publics. Et donc, ça portait sur le sens au travail. Et il y a 4500 fonctionnaires qui ont été interrogés. Donc là, c'est une enquête qui touche la fonction publique territoriale, mais ça touche toutes les fonctions publiques confondues. Donc, ce qu'on va vous présenter, ça concerne aussi la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière. Et donc on va pas présenter tous les résultats, mais le résultat le plus important, le plus choquant, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a 80 des répondants qui ont, pointé un sentiment d'absurdité, dans l'exercice de leur mission. Donc voilà, ils considéraient leur travail comme absurde. Et donc on peut se demander pourquoi. La première raison, c'est un manque de budget, donc ça va étonner personne, hein, donc dans toutes les fonctions publiques, confondues, il y a vraiment cette problématique qui revient souvent, qui est liée au fait de travailler en effectif, réduit. Voilà, des départs en retraite qui ne sont pas remplacés, des recrutements qui devraient se faire, mais qui ne se font pas parce que, il y a pas les fonds. Donc ça peut, causer ce sentiment d'absurdité parce que ça va être relié à tout ce dont on a parlé, le fait d'arriver à faire un travail de qualité, le fait de se sentir utile dans son travail parce qu'on arrive à aider les personnes. Voilà. Il y a aussi, 2 éléments qui vont être directement liés avec, le nouveau management public dont parlait Amélie. C'est la question du défaut de vision et la question de la complexité. Alors le défaut de vision, c'est en fait, les répondants ont remonté un sentiment de servir autre chose que l'intérêt général, parce que, les objectifs et les orientations stratégiques, de l'établissement allaient être plutôt, portés vers des questions de performance, d'efficacité, voilà et pas vraiment sur des questions, d'intérêt général. Donc, là, ça pouvait causer un conflit de valeurs, une situation de souffrance éthique où, les valeurs de l'agent ne sont pas en adéquation avec, les objectifs stratégiques qui sont qui sont donnés. Et la notion de la complexité aussi, pareil, directement liée avec, ce nouveau management.
ce nouveau management qui est donc axé sur la performance, où on a beaucoup de changements aussi, va créer des procédures qui sont plus complexes, plus lourdes, plus longues aussi. On va avoir des intermédiaires, enfin différentes strates hiérarchiques vers lesquelles on doit passer. Donc vraiment, ça complexifie toutes les procédures. Donc beaucoup de restructuration, beaucoup de fusion, différents indicateurs à remplir. Et donc, tout ça, ça peut aussi créer le fait d'avoir des injonctions contradictoires. Donc, ça veut dire qu'on reçoit des demandes qui vont être contradictoires. Donc, des demandes de la part des élus, des demandes de la part de la direction, des demandes de la part de notre responsable hiérarchique. Et en fait, chacun a des attentes différentes. Donc là, c'est en lien directement avec un commentaire qui est dans la discussion. Que je peux lire de suite. Donc, il y a une personne qui dit le souci vient de la direction et des élus. Cette direction pense être prioritaire et les élus sont le grand saint, donc ça bloque régulièrement. Donc ça, alors c'est pas forcément le cas partout, mais c'est vrai que on peut avoir cette situation où en fait chaque responsable ne prend pas en compte le fait que les autres responsables ont aussi des attentes, et donc ça peut se répercuter sur les agents qui reçoivent plein de demandes, qui savent pas quoi faire passer en priorité. D'autant plus que voilà, on a cette complexité liée à la fonction publique territoriale où il y a les élus qui décident, mais il y a aussi la direction en plus de nos responsables. Enfin voilà, ça crée beaucoup d'intermédiaires. Et on a aussi cette notion du manque de reconnaissance. Donc les répondants remontent qu'ils ne se sentent pas reconnus. Et on va voir que la reconnaissance, alors dans l'enquête, je pense que ça concerne aussi le manque de reconnaissance financière, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres moyens de donner de la reconnaissance, et ça on le verra en fin de présentation. Alors maintenant, concrètement, que faire? Qu'est-ce qu'on fait quand on est en situation où on a une perte de sens? Là, on part de la situation où vous avez des personnes qui sont dans cette situation, ils ne voient plus le sens dans leur travail. Comme Amélie l'a dit, hein, c'est vraiment un facteur qui peut mener à l'épuisement professionnel. Donc, on peut avoir des personnes qui sont en situation de souffrance. Donc, c'est important de reconnaître les signes, parce que oui, il y a des signes quand on est en souffrance au travail. On peut parler de symptômes, hein, et donc il y a plein de signes en fait qu'on peut repérer. Donc par exemple, on peut avoir de l'absentéisme, voilà, des personnes qui avant n'étaient jamais absentes et d'un coup elles commencent à être plus absentes, des personnes qui d'habitude sont très ponctuelles et là elles vont être plus souvent en retard, des personnes qui vont avoir des sautes d'humeur, voilà, d'un coup elles vont être super énervées alors que, enfin, il y a pas forcément enfin, il y a rien qui explique cet énervement, mais en tout cas, voilà, d'un coup, la personne va s'énerver ou alors va avoir une crise de larmes. On peut aussi avoir un changement dans l'attitude des personnes. Par exemple, des personnes qui d'habitude sont très souriantes, qui vont beaucoup participer aux discussions, elles vont commencer progressivement à se renfermer sur elles-mêmes. Donc voilà, l'isolement, ça peut aussi être un signal de souffrance. Des personnes qui vont plus se plaindre aussi. Voilà, la plainte, c'est pas juste pour embêter les collègues, c'est aussi quelque chose qui montre que la personne ne va pas bien. Donc voilà, si les personnes se sentent plus nerveuses, irritables, angoissées, sont plus agressives, ont l'air plus tristes aussi, ce sont des signaux. Il y a aussi tout ce qui va être lié aux erreurs et aux oublis, voilà, aux pertes de mémoire, ça peut aussi être lié. Les soucis de santé, évidemment, donc une personne qui va avoir plus de maux de tête, qui va se plaindre de maux de dos, qui va avoir des insomnies, par exemple. C'est pas du tout une liste qui est exhaustive. On pourrait, là, si on commence à faire la liste, on pourrait passer beaucoup plus de temps sur cette diapo, mais voilà, c'est pour vous donner déjà quelques clés. Et autre chose qu'on peut citer, donc c'est des changements de comportement, notamment on appelle ça les pratiques addictives, donc le besoin de consommer des produits pour tenir au travail. Donc ça peut être des médicaments, et ça peut être aussi une augmentation de la consommation de tabac ou de café aussi. Voilà, donc ça, c'est vraiment des signaux qui peuvent vous permettre de repérer quelqu'un qui est en souffrance. Et donc, ça peut être lié à une perte de sens. C'est pas forcément le cas, mais ça peut l'être. Donc voilà, c'est important de savoir repérer ça. Et si vous êtes concerné par cette situation-là, c'est important d'en parler. Vous avez plusieurs acteurs au sein de la collectivité et pas que, hein, pas qu'au sein de la collectivité d'ailleurs, à qui vous pouvez parler. Donc déjà, il y a vos collègues. Alors, c'est pas toujours facile, ça demande du courage de parler d'une situation de souffrance, mais parler de ça à ses collègues, ça permet d'éviter l'isolement.
Ça permet d'avoir du soutien pour faire face à une situation. Ça peut aussi permettre d'avoir un autre avis, donc pour avoir un autre regard sur la situation. Peut-être que la personne se rend compte des mêmes choses que vous, mais qu'elle peut vous apporter une autre façon de voir les choses. Ou alors ça peut aussi vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas seul et qu'il y a d'autres personnes dans la même situation. Peut-être que cette perte de sens, il y a d'autres personnes qui l'aperçoivent. Et donc, voilà, si vous êtes plusieurs à ressentir les mêmes choses, ça peut aider et ça peut éviter d'être en situation de souffrance. Et comme les problèmes, enfin, si on parle pas des problèmes, on peut pas trouver d'amélioration. Voilà, si les problèmes sont pas connus, personne ne peut y apporter de solution. Donc là, vous pouvez susciter différents acteurs. Vous pouvez en parler à votre responsable, à la personne qui est aux ressources humaines, qui est la responsable RH, mais ça peut être le. Vous pouvez aussi en parler au DGS ou au maire. Ça permettra quoi? Ça permettra de voir si, enfin, ces personnes-là, elles peuvent regarder si la situation, elle concerne que vous, elle concerne d'autres personnes. Est-ce qu'il y a vraiment effectivement un problème dans les conditions de travail? Si c'est le cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver des solutions? Voilà, ça peut permettre vraiment à la situation de bouger. Encore une fois, si on ne parle pas, si les choses elles remontent pas, on peut pas y trouver de solution. Et un des acteurs que vous pouvez aussi contacter, voilà, vers lequel vous pouvez vous diriger, c'est le médecin du travail. Le médecin du travail, déjà, il va vous donner une écoute. Il pourra évaluer l'état de votre santé par rapport à votre travail. Il respecte le secret professionnel aussi. Il pourra aussi faire une étude de poste et une étude aussi des conditions de travail. Il pourra se prononcer sur une aptitude au poste une aptitude au poste de travail si, voilà, s'il y a besoin. Et il pourra aussi vous orienter vers un médecin traitant ou un autre spécialiste s'il considère qu'il y a besoin. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à contacter cette personne-là. Donc il y a pas de solution magique, hein, par rapport à cette problématique-là. Mais donc voilà, si vous détectez qu'un collègue va mal, vous pouvez, enfin, tout le monde peut agir en fait. C'est pas une question individuelle de voilà, la personne va mal, on la laisse dans son coin, c'est pas notre affaire. En fait, la santé mentale, c'est l'affaire de tout le monde. Si vous voyez une personne qui se sent mal, donc vous pouvez lui proposer un temps de parole. Vous pouvez lui proposer tout simplement de discuter avec elle. Donc voilà, il s'agit juste de dire: «J'ai l'impression que tu rencontres des difficultés en ce moment, est-ce que tu souhaites en parler?» Donc faut pas forcer la personne évidemment, si elle veut pas en parler, elle en parle pas. Mais peut-être que là, sur le coup, elle veut pas en parler, mais peut-être que plus tard, elle reviendra vers vous et voilà, elle voudra parler avec vous, de ça. Donc rien que le fait de lui proposer d'échanger là-dessus, ça lui montre en fait qu'elle est pas seule, donc c'est déjà quelque chose. Vous pouvez aussi en parler aux responsables, pareil, pour que les situations soient connues et pour qu'on puisse faire quelque chose. Et vous pouvez aussi, rediriger la personne, vers le médecin du travail ou vers les ressources humaines. Du coup, je vais vous parler maintenant en lien avec ce que Chloé vient de dire, le sens au travail, on peut aussi le prendre en compte de manière collective dans la prévention des risques psychosociaux, où on évalue du coup les facteurs de risque qui peuvent engendrer les risques psychosociaux. Donc les risques psychosociaux, c'est tout ce qui est stress, violence interne, donc les violences au sein de la collectivité, et les violences externes, donc les violences faites par les usagers. Donc tout ce qui est menaces, conflits, agressions physiques, agressions verbales, et qui peuvent eux-mêmes engendrer des troubles, comme par exemple la baisse de la motivation, des troubles du sommeil, troubles du comportement ou la dégradation de l'image de la collectivité. Donc les troubles peuvent être sur l'individu ou sur la collectivité, donc comme là, la perte de dégradation de l'image de la collectivité ou une conséquence sur la qualité du travail. Et du coup, le fait d'interroger les facteurs de risque psychosociaux, ça permet de saisir les causes de ce manque de sens perçu. Et les facteurs de risque, ça peut être du coup le sentiment d'utilité, la qualité empêchée, tous les conflits de valeurs, donc tout ce qu'on vient de voir, l'intensité et la complexité du travail, la faible autonomie dans le travail et les rapports sociaux qui peuvent être dégradés, donc les relations entre les collègues ou les relations avec le supérieur hiérarchique. Et du coup, le fait de favoriser l'échange dans l'équipe, de ces facteurs de risque, ça permet d'aller dans la recherche d'action pour trouver du coup, qu'est-ce qui peut amener du sens dans le travail au sein de l'équipe. Et du coup, on peut voir qu'à travers tous ces facteurs de risque, ils peuvent tous être liés et tous peuvent impacter vraiment le sens au travail. Donc c'est important de balayer, tous les facteurs de risque qui existent, pour recenser, qu'est-ce qui provoque le risque psychosocial et qu'est-ce qui provoque la perte de sens au travail. Et du coup, dans cette prévention, il y a différents enjeux. D'abord, il y a l'enjeu humain.
Donc, le fait de faire de la prévention, ben, ça prend en compte l'intégrité physique et mentale des agents de la collectivité. Ça permet d'amener un dialogue social et un climat social plutôt positif. Ça permet de prendre en compte le bien-être au travail des agents de la collectivité et ça permet bien sûr de favoriser l'image de la collectivité. Ensuite, on peut voir qu'il y a des enjeux plutôt économiques, donc le fait de diminuer les coûts directs liés à la réparation et l'indemnisation. Donc, c'est plutôt tout ce qui est frais médicaux, maintien de traitement, tout ce qui est des arrêts maladie, des maladies professionnelles. Ça permet aussi de diminuer les coûts plutôt indirects liés aux pertes. Donc, c'est plutôt la perte de la qualité de service, le fait de devoir former des agents pour le remplacement des agents qui ne sont pas là, qui sont en arrêt ou autres. Tout ce qui est les agents qui doivent être reclassés ou toutes les restrictions médicales. Et ensuite, il y a tout ce qui est enjeu juridique. Donc, le fait de faire de la prévention, ça permet d'éviter l'engagement des responsabilités civiles et pénales des élus, de l'encadrement et des agents de la collectivité. Donc ça, c'est en lien avec un article du Code du travail où il y a l'obligation de sécurité et de santé physique et mentale de l'employeur pour ses salariés. Du fait, bien sûr, si on est conscient du risque ou si on n'a pas pris en compte les risques donc, psychosociaux ou risques professionnels, il y a des sanctions juridiques qui peuvent venir. Et ça, c'est en lien du coup avec le document unique d'évaluation des risques psychosociaux, avec l'obligation de prendre en compte les risques psychosociaux tous les ans et de les évaluer tous les ans au sein de la collectivité. Et donc, le fait d'évaluer ces facteurs de risque-là, ça va permettre vraiment de redonner du sens. Comme Amélie l'a dit, les facteurs de risque, ils sont tous liés. Agir sur un facteur de risque, ça permet d'agir sur les autres. Donc, par exemple, une action qui permet aussi de redonner du sens, c'est de donner de l'autonomie aux agents, donc en fonction de leurs compétences évidemment, mais voilà, de leur permettre au moins de s'organiser de façon dont ils le souhaitent dans leur travail, pareil, hein, dans la limite de leurs compétences et de leur formation. Mais voilà, ça peut permettre de redonner plus de sens. Le soutien social aussi, puisque comme on l'a dit, la perte de sens, c'est d'autant plus délétère lorsqu'on est isolé, lorsqu'on n'a pas de soutien de la part de ses collègues ou de son responsable. Donc travailler sur cette notion-là, c'est aussi une piste d'action. La reconnaissance aussi, on va en parler juste après, mais ça permet d'augmenter le sentiment d'utilité. Et pouvoir s'exprimer de façon collective sur son travail, ça va aussi être quelque chose d'important. Donc justement, sur les temps, d'échange collectif, c'est en fait, on parle rarement, du travail finalement. On a rarement de temps, dans son activité de travail, où on vient parler de cette question du travail, de l'organisation, alors que c'est quelque chose de central et vraiment c'est important de pouvoir mettre, le travail, en débat. Donc c'est-à-dire de pouvoir parler ensemble de notre travail, de nos conditions de travail, de pour pouvoir définir en fait, où on va, c'est quoi nos objectifs, qu'est-ce qu'on souhaite, accomplir en fait dans la collectivité. Parce que ça, c'est vraiment un besoin de l'humain. L'humain a besoin de trouver du sens, donc de savoir où il va, quel est l'objectif, qu'est-ce qu'on cherche à faire, pourquoi on cherche à faire ça et comment on va le faire. Donc justement, quand on parle, enfin ça c'est toutes ces notions-là, elles sont d'autant plus importantes dans les situations de changement. C'est vraiment important que, chacun puisse, comprendre quel est le changement vers où on se dirige, pourquoi on fait ça et que chacun aussi puisse donner son avis, puisse être consulté sur comment on va le faire. Parce que chacun a des expertises, en fait, au sein de la collectivité et donc, chacun est expert de son travail, chacun, a des idées sur comment on pourrait faire les choses. Alors quand on dit ça ne veut pas dire qu'il faut prendre en compte, l'avis de tout le monde et il faut faire, voilà, il faut remplir les désirs de chacun, c'est pas ça que ça veut dire. L'objectif, c'est de prendre en compte les idées qui sont réalisables, heu et s'il y a des idées qui sont pas réalistes, tout simplement d'expliquer pourquoi. Juste le fait d'expliquer pourquoi, ça donne du sens. Voilà, si on a compris pourquoi, OK, il y aura pas de problème en fait. Parce que il y a un peu une tendance à penser que si on consulte les agents, si on demande l'avis des agents, si l'avis il est pas pris en compte, ça peut générer des conflits et cetera. Non, parce que si on arrive à expliquer, concrètement pourquoi l'idée n'est pas retenue, ça causera pas de problème. Et donc, justement, si vous faites des groupes de travail pour travailler sur ces questions-là, vous pouvez utiliser une métaphore. Donc on peut imaginer que, les agents, les élus, sont, l'équipage d'un même navire, et qu'on cherche à aller sur une île. Donc cette île-là, ça va être les objectifs.
Mais en fait, pour aller sur cette île, ben, il y a des vents qui vont nous faire avancer. Donc ça, c'est des choses qui vont bien. Voilà, vous pouvez utiliser l'image que vous souhaitez. Ça peut aussi être le soleil, voilà ce qui va bien. Il y a aussi par exemple des icebergs qui vont nous empêcher d'aller sur l'île. Ça peut être des freins. L'objectif, ben, ça va être donc d'identifier ce qui va bien, ce qui va moins bien. Donc c'est ce vent et ces icebergs. Et de trouver ensemble des idées de ben, comment on fait pour lever ces icebergs, comment on fait pour lever les freins. Et en fait, si vous faites ça, vous allez voir que les agents, ils ont plein d'idées parce que, ben, comme on l'a dit, ils sont experts de leur travail. C'est eux qui sont sur le terrain. Donc, ils vont émettre plein d'idées. Donc, voilà. Et donc, la dernière chose, c'est la notion de la reconnaissance. Donc, la reconnaissance, il n'y a pas que la reconnaissance financière. C'est vrai que sur toutes les questions financières, ben, on peut avoir des difficultés à faire bouger les choses parce que ça dépend de plein de choses. Mais il y a d'autres leviers sur lesquels on peut agir. Donc, par exemple, la reconnaissance existentielle. Donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la reconnaissance de l'agent en tant qu'être humain qui possède une identité et une expertise. Comment on donne de la reconnaissance existentielle? Ben, déjà, consulter les agents, c'est une forme de reconnaissance existentielle. Donc, en lien avec la slide d'avant, hein, juste le fait de demander aux agents leur avis, ben, ça permet de reconnaître que les agents ont une expertise, ils savent faire leur travail, ils ont des compétences, et donc ben, ils ont le droit de donner leur avis et ils sont légitimes de le faire. Permettre des formations aussi ou des aménagements de poste, c'est aussi une forme de reconnaissance existentielle. On peut aussi reconnaître les pratiques de travail. Donc ça, c'est la reconnaissance de la manière dont l'agent effectue ses activités de travail. Donc, on peut faire des compliments sur les comportements de l'agent, sur ses qualités professionnelles, sur ses compétences, sur les idées aussi. Voilà, on n'est pas, enfin, on peut pas toujours prendre en compte les idées de tout le monde, mais juste souligner le fait que les agents aient des idées, parce que ça veut dire qu'ils sont impliqués. Donc c'est positif en fait. Juste souligner ça, ça permet de donner de la reconnaissance. On peut aussi reconnaître l'investissement dans le travail. Donc ça, c'est la reconnaissance des efforts. Voilà, hein, la qualité et l'importance des efforts qui sont fournis par les agents pour fournir un service public de qualité. C'est quelque chose qui va être important. Donc là, on peut ben, tout simplement remercier un agent pour ses efforts. On peut le faire en individuel, mais aussi en public. Et ça peut avoir d'autant plus d'importance parce que tout le monde va être témoin de ce remerciement-là. Voilà, ça permet de se sentir important. Donc, bah, par exemple, on peut le faire pendant les vœux du maire, mais aussi pendant une réunion ou autre. Et enfin, on peut reconnaître les résultats du travail. Donc, les résultats, c'est bah, voilà, quand l'objectif a été atteint, on peut valoriser ça lors de l'entretien professionnel, par exemple. Parce que quand on parle de la reconnaissance de l'investissement dans le travail, donc de l'effort, ça, c'est indépendamment du résultat. Que l'effort, enfin, que l'objectif soit atteint ou pas, il y a un effort qui a été fourni. Donc, voilà, c'est des choses qui sont indépendantes, mais c'est des choses qui sont complémentaires. Donc voilà, vous avez plein de façons de donner de la reconnaissance. Maintenant, vous avez plein d'idées. Et ça peut paraître rien, mais c'est vraiment quelque chose qui va permettre de résoudre ces conflits de valeurs et voilà, ce manque parfois d'utilité perçue ou l'impression de faire un travail bâclé parfois. Du coup, pour un peu conclure notre présentation, ben, souvent on a l'impression que la perte de sens au travail, c'est plutôt une notion qui est individuelle, alors que ben, on a un peu pu vous montrer qu'on peut agir au niveau collectif et qu'il y a des choses à faire de manière ben, collective au sein de la collectivité avec différents acteurs, comme on vous l'a mentionné, et que du coup, ben, souvent les sources de se sentir inutile au travail ou de perte de sens au travail, ben, ça vient des fois indépendamment de nous, ça vient de la collectivité, ça vient d'une source interne à la collectivité. Et que du coup, il y a beaucoup de choses à faire, comme par exemple solliciter les différents acteurs qu'on vous a mentionnés, faire de la prévention des risques psychosociaux en évaluant tous les facteurs, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être liés entre eux et provoquer une perte de sens au travail. Et comme l'a mentionné à la fin Chloé, tabler sur le levier de la reconnaissance qui au final peut être un facteur de risque psychosociaux et qui peut vraiment jouer sur la perte de sens au travail et redonner du sens au travail. Ben, en tout cas, merci pour votre attention, pour votre participation, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de commentaires, donc maintenant on va les lire. Alors, je vais peut-être pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je vais essayer de tout lire. Donc, la fonction publique est trop bloquée, elle propose aucun garde-fou et pas de véritable solution, d'autant plus qu'elle bloque les agents via de nombreux points à revoir. Donc, j'ai vu des commentaires qui sont en lien avec ça, donc je vais y répondre juste après. Il y a aussi cette notion de chaque direction qui pense être prioritaire et donc les élus qui sont le grand saint.
Aucune réelle solution face à des conflits liés aux élus et à la hiérarchie. Des élus qui ne sont pas formés. Donc, ouais, alors, sur la notion donc, du manque de garde-fous, etc., j'ai vu une question sur les risques psychosociaux juste après. C'est encore en dessous. Ouais, alors, hop. Donc, il y avait une question, voilà, donc que faire lorsque la commune ne veut pas réaliser un diagnostic des RPS? Donc, je ne sais pas si, sur toutes ces notions de garde-fou, etc., chacun qui se sent prioritaire, etc., ça, c'est vraiment des choses qu'on peut résoudre en faisant un diagnostic des risques psychosociaux, justement. C'est vrai que des fois, les choses, elles sont faites d'une certaine façon depuis des années et on peut avoir l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Faire ce diagnostic des risques psychosociaux, ça peut vraiment être une porte d'entrée pour permettre aux choses de bouger. Alors, je pense qu'il ne faut pas généraliser non plus, c'est pas comme ça dans toutes les collectivités. Il y a vraiment des élus qui essayent de prendre les choses en main. Et enfin, je dis qu'ils essayent, mais il y en a qui prennent très bien les choses en main. Il y en a d'autres qui, voilà, enfin, c'est des questions qui sont compliquées aussi, surtout que la position en tant qu'élu, enfin, voilà, elle est délicate, hein. On est sur un levier politique, on est aussi sur un levier où on est employeur public, donc on a des obligations. Donc justement, que faire quand la commune ne veut pas faire un diagnostic des risques psychosociaux? Nous, enfin, le webconférence qu'on propose là, donc une fois par mois, c'est de la sensibilisation en fait, hein. Vous pouvez proposer à vos élus de participer à ces webconférences-là. On a aussi plein de fiches psychoressources sur le site internet du centre de gestion, donc pourquoi pas les montrer aux élus pour leur permettre de comprendre l'intérêt que ça a de mettre en place ce diagnostic. Et au-delà du fait que ça permet de répondre à beaucoup d'enjeux, donc on a présenté hein, des enjeux sociaux, des enjeux économique aussi, en fait, il y a un enjeu juridique et c'est le fait que c'est obligatoire de prévenir les problèmes de santé physique et mentale. Donc, il y a la mise à jour du document, la création et la mise à jour du DU, mais il y a aussi l'évaluation des risques psychosociaux qui est obligatoire et qu'on doit faire tous les ans. Donc, si jamais dans la collectivité, il y a un problème qui se réalise, enfin voilà, il y a un suicide, hein, je prends le cas extrême, mais en fait, si l'employeur avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la présence du risque, ça peut se retourner contre lui. Donc voilà, c'est peut-être des notions qu'il est important de rappeler pour faire en sorte que le diagnostic il soit mis en place. Pareil, hein, sur le fait que rien ne bouge, enfin, parce qu'il y a un commentaire qui dit donc lorsque le fait de dire donner des infos au DRH et aux médecins du travail est fait et que rien ne bouge, c'est pas dans l'intérêt non plus des élus et de la ligne hiérarchique de rien faire. Voilà, et aussi parfois on a l'impression que rien ne bouge, mais c'est juste qu'il y a des choses sont faites, mais il n'y a pas forcément de communication dessus. Donc voilà, ça c'est des choses à voir au cas par cas. Je sais pas si tu as des choses à ajouter. Ok. Les personnes en charge de la fonction publique sont de l'ancien monde, la pyramide, je suis chef, etc., etc. Les concours sont totalement dépassés. Un RPS est chez nous verrouillé depuis 4 ans. Voilà, alors ça, pareil, hein, c'est à voir au cas par cas au sein des communes. C'est vrai que bon, il y a des communes dans lesquelles ça peut être plus difficile que d'autres parce qu'effectivement, il y a les élus peuvent ne pas être formés, la direction non plus. Et donc, et voilà, et c'est vrai aussi ce que vous dites sur le fait qu'il y a une pyramide et il y a différentes strates hiérarchiques, ça peut être un frein. Après, il y a quand même des choses qui commencent à bouger. On espère que ça viendra vite chez vous. Mais voilà, il y a quand même des collectivités qui mettent de plus en plus des choses en place pour travailler sur ces questions-là. Voilà. Si rien ne bouge, je pense qu'il faut adresser un courrier à sa hiérarchie pour exposer la situation de souffrance au travail. C'est vrai que vous pouvez faire ça et également vous pouvez aller voir le médecin du travail qui lui aussi peut faire un courrier pour avertir de problèmes dans les conditions de travail. Voilà, et ça rajoute encore euh, au niveau juridique, ça rajoute des preuves, le fait d'avoir des écrits. Si la direction, les élus décident de ne rien faire alors qu'ils ont connaissance du risque, là, c'est vraiment une prise de risque au niveau juridique, hein, l'arrivée d'une nouvelle équipe d'élus qui veut tout transformer et passe outre certaines règles publiques tout en ne communiquant pas n'est pas facile à gérer pour les cadres responsables. Oui, oui. Euh, c'est vrai que c'est une difficulté majeure, hein, encore une fois. Peut-être
inciter ces personnes-là à regarder ces webconf, à lire les ressources qui sont sur notre site, mais pas que, hein, il y a plein de ressources là-dessus. À se documenter sur le sujet, quoi. Oui, voilà, exactement. Ça peut permettre de faire un petit peu changer ces comportements-là, mais après, c'est vrai que c'est pas facile, hein, il n'y a pas de solution magique, mais bon. Hop. Pas de solution concrète, donc quelles sont les actions, procédures quand blocage RH, direction médecin du travail? Alors, j'essaie de comprendre. Quelles sont les actions, procédures quand blocage RH? Alors, le blocage, il est par rapport à quoi? Par rapport à la mise en place du diag RPS, par rapport à la mise en place des actions, par rapport à quoi exactement? Par rapport au dialogue, par rapport à ces sujets-là. Après, sur le fait, donc je vous laisse le temps de répondre, sur le fait que les collectivités ne font rien, on accompagne quand même pas mal de collectivités, hein, dans le Haut-Rhin. Il y a beaucoup de collectivités qui bougent, en fait, elles y gagnent beaucoup de choses, parce que, ces questions-là, c'est pas que des questions de santé, c'est aussi, enfin, c'est un peu, un argument qu'on utilise, mais qui est vrai, les questions de santé et de performance, elles sont liées. Des agents, qui sont en mauvaise santé, ils travaillent pas bien. Donc voilà, il y a cette notion de ça permet de faire des économies au long terme parce qu'on a moins d'arrêts, on a moins d'absents, etc. On a moins de maladies. Et ça permet aussi que le service public soit de meilleure qualité. Donc voilà. Bonjour et merci pour cette intervention. Est-ce que nous pourrons retrouver votre support PPT? Très bien fait, merci beaucoup. Ben, merci à vous pour votre compliment. Oui, oui, on vous enverra le support PowerPoint à l'issue de la webconférence. En cas connu de souffrance dysfonctionnement. Nous avons eu un souci d'ici, RPS qui date de 4 ans, rien, pas de suite. Ben, alors c'est vrai que vous ne pouvez pas forcer ces personnes-là à faire des choses. Après, enfin, dans le code du travail, c'est écrit, hein, quand on a une situation comme ça, on doit mettre des choses en place. Donc voilà, malheureusement, vous ne pouvez pas forcer les personnes, mais c'est vraiment de leur devoir en fait de mettre des choses en place. Et que ça touche pas forcément comme, la personne va mettre un commentaire, ça touche pas forcément que, bah, le coût humain, même si c'est la chose la plus importante, ça touche aussi le côté économique et le côté juridique, quoi. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'arguments, hein, comme vous dites dans le commentaire, hein, coût humain, coût économique, qualité du travail, risque juridique. Enfin, c'est exactement ce que tu viens de dire, du coup, mais il y a vraiment beaucoup d'arguments pour faire cette prévention-là. Il serait peut-être utile que le CDG envoie un courrier aux maires et pas aux AP pour rappeler les obligations. Merci. Alors, c'est vrai que les obligations, on les rappelle à chaque webconférence. Il y a aussi une fiche que vous pouvez trouver sur le site. Alors, elle s'appelle employeurs territoriaux, développer la performance de vos organisations grâce à la santé au travail. Donc, vraiment, télécharger ce document-là, je crois qu'il fait 4 pages, donc il est vraiment court. Et en fait, vous trouverez dans des encadrés rouges toutes les obligations réglementaires auxquelles les employeurs publics sont soumis. Donc vraiment, il y a tout qui est très bien rédigé. Il n'y a pas que les arguments réglementaires, il y a aussi les arguments financiers et humains qui sont présentés. Donc vraiment présenter cette fiche-là à vos élus, ça peut permettre de faire bouger les choses. Et après, comme dit, c'est des processus qui mettent un temps à se mettre en place. C'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain, parce qu'il faut toute l'organisation change enfin, elle a envie de faire des choses comme ça. C'est toute une démarche qui se met en place. Mais comme l'a dit Chloé, c'est des choses qui commencent quand même tout doucement à s'ancrer ben, dans le Haut-Rhin, quoi, grâce au CDG. Et puis, il y a quand même beaucoup de mairies qui commencent à s'impliquer là-dedans. Et aussi, il y a des mairies qui prennent des stagiaires de plus en plus en psychologie du travail pour favoriser et faciliter du coup cette mise à jour et cette démarche-là. Donc voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai. Après, sur la question, hop. Sur la question de l'inspection du travail, bon, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas d'inspection du travail à proprement parler dans la fonction publique. Il y a quand même les agents chargés des fonctions d'inspection qui peuvent agir. Mais dans tous les cas, effectivement, il y a le code du travail qui s'applique. Le code du travail, c'est le livret sur l'hygiène et la sécurité, enfin le livre 4 du code du travail qui s'applique dans la fonction publique. Voilà, hein, il y a aussi des décrets qui s'appliquent. Il y a une circulaire aussi de 2014 qui explique bien que il faut faire la prévention des risques psychosociaux, il faut faire un diagnostic en mode participatif et mettre en place un plan d'action. Donc ça, c'est vraiment des règles, enfin, des obligations qui sont écrites noir sur blanc. Donc voilà, il n'y a pas de confusion sur ce point-là. Et la circulaire, je crois qu'elle est aussi sur le site du centre de gestion Ouais. un document que vous avez accès, quoi. Ouais. Alors, pour le commentaire de Clotilde, donc je me permets d'apporter une réponse. Déjà, merci pour ton commentaire.
S'entourer d'experts en RPS, psychologues du travail, médecins du travail, etc., qui peuvent être des tiers extérieurs pour faire ces sensibilisations. Dans tous les cas, personne n'a de baguette magique, donc la solution instant donc pas de solution instantanée malheureusement, je suppose que c'est ça et c'est vrai aussi parce qu'il faut voir, au cas par cas, donc c'est difficile là de donner des réponses concrètes, qui s'appliquent de façon générale. Les sensibilisations prendront avec le temps, mais elles sont réalisées régulièrement pour que les personnes les intègrent et renvoyées vers les risques juridiques, quitte à s'appuyer sur des cas réels, jurisprudence, et cetera. Ben, merci beaucoup, c'est vrai que ça permet d'apporter, une autre, enfin, voilà, une réponse concrète, mais c'est exactement, comme ce que tu dis, hein, il faut qu'on sensibilise, qu'on répète, enfin voilà, c'est la technique du disque rayé, on répète que bah, qu'il y a des obligations réglementaires, qu'il y a des enjeux sociaux. Voilà. Mais effectivement, s'entourer d'experts sur les RPS, c'est important. Et comme le disait Amélie, bah, il y a de plus en plus de collectivités dans le Haut-Rhin qui embauchent en fait des stagiaires en psycho du travail. Donc ça montre bien qu'il y a un intérêt de faire bouger les choses. Alors, certaines associations peuvent également aider à trouver des solutions en cas de souffrance au travail, oui. Il y a Retravailler Alsace qui permet de trouver des solutions. Il y a aussi les consultations en souffrance au travail. Voilà, il y en a une dans le Haut-Rhin. Donc oui, effectivement. Quelles sont les instances au niveau du CDG? Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît? Parce que bon, je vous laisse préciser. Parce qu'en tout cas, il y a le service conseil en organisation et santé au travail qui fait les diagnostics des risques psychosociaux. Donc nous, en tout cas, on est vraiment un service où on va venir accompagner la collectivité sur ces questions-là. On propose des solutions sur mesure, hein. C'est pour ça aussi que je dis qu'il n'y a pas de solution générale. Là, je ne peux pas dire ce que tout le monde doit faire. Il faut vraiment qu'on puisse voir au cas par cas. On appelle ça l'analyse de la demande. Mais voilà, on ne fournit pas de réponse comme ça avant d'avoir compris bien le contexte de la collectivité. Donc, en tout cas, vous pouvez contacter le service donc COST, Conseil en organisation et santé au travail. De toute façon, vous aurez les coordonnées. Vous pouvez aussi tout trouver sur le site. Et voilà, hein, si vous souhaitez qu'on vous accompagne, en tout cas, on peut intervenir. Et donc, c'est pas au profit des agents, puisque nous, on est neutre. Donc, notre objectif, c'est d'améliorer les conditions de travail pour tout le monde, parce qu'en fait, ça profite aux agents, mais ça profite aussi aux élus, même s'ils s'en rendent pas toujours compte. Parce que, encore une fois, quand on a des agents qui sont en bonne santé, ils travaillent mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, en tout cas, si vous souhaitez être accompagné. OK, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, merci beaucoup. Merci. C'est vrai que c'est un sujet qui est complexe. Voilà, hein, comme disait aussi Clotilde, il y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution toute faite. Donc, vraiment, ça, je le dis à tout le monde, mais n'hésitez pas à contacter le service si vous souhaitez être accompagné. En tout cas, voilà, merci pour cette belle participation. On vous retrouve pour un prochain webinaire. Je ne peux pas vous dire la date parce que je ne l'ai pas en tête. Mais voilà. Merci à vous. Bonne Merci à journée. vous. Bonne journée.